Bonsoir, bienvenue au think tank Liberté et Prospective. Nous recevons ce soir Guilhem, que je vais laisser se présenter, qui va partir sur un emploi sur les crypto-monnaies prochainement et qui nous fait l'honneur de nous faire une présentation simple mais compréhensible de ce que sont les crypto-monnaies. Merci Guilhem et je te laisse la parole et le plaisir de te présenter. Ça sera sûrement plus complet et à ta convenance. Merci. Henriette, merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Et je m'appelle Guilhem. Je suis diplômé de l'IPAC Business School en double diplôme en business et marketing international. Voilà, j'ai rejoint la sphère des crypto-monnaies en janvier dernier. Donc là, j'ai à peu près plus de 6-7 mois d'expérience en marketing, business development et partenariat. Voilà, donc j'ai un profil multisecteur. J'ai eu plusieurs expériences en distribution, en luxe, en hôtellerie, en technologie, en industrie lourde. Voilà, donc disons que les crypto-monnaies, c'est en quelque sorte pour compléter tout ça, pour avoir une espèce de vue globale à 360 degrés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, donc le sujet va porter sur les crypto-monnaies, dont 3 parties importantes. Donc la monnaie elle-même, la monnaie virtuelle dite spéculative, le principe de blockchain et le principe de smart contract, pour que vous puissiez comprendre les méandres de cet univers, disons. Voilà. Donc, les crypto-monnaies, en bref, qu'est-ce que c'est? On sait que c'est une monnaie virtuelle qui circule sur Internet. Elle remplit les mêmes fonctions qu'une monnaie traditionnelle. C'est une sorte d'unité de compte. Donc, elle permet de mesurer la valeur d'un bien ou d'un service afin de les acheter. Voilà, donc les crypto-monnaies, c'est un principe qui permet de faire des échanges entre des personnes sans passer par un intermédiaire officiel, comme les banques, par exemple. Parce que de manière générale, quand vous faites un transfert à un ami, à un proche de la famille, vous passez par une banque ou par une plateforme. Ici, le principe est direct. Voilà. Donc, cette monnaie, elle peut également être stockée pour un usage en particulier dans le futur. Mais il faut comprendre que la crypto-monnaie reste distincte des monnaies traditionnelles que nous connaissons, le dollar, l'euro, le yuan, etc., qui sont appelées dans le jargon les monnaies fiat, FIAT. Voilà. Donc, on a les monnaies traditionnelles, les monnaies fiat, et on a les crypto-monnaies. Il faut savoir, de manière générale, que l'euro, il conserve une sorte de courbe de valeur légale. Donc, la monnaie est stagnante, elle est assez stable, parce que justement, elle est reconnue par les pouvoirs publics. Et s'il y a la moindre augmentation ou perte de valeur de l'euro, eh bien, justement, la Banque centrale est là pour faire les régulations nécessaires. Concernant les crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple, que tout le monde connaît le plus, eh bien, c'est le contraire. C'est une monnaie assez volatile qui, par exemple, au mois de mars 2013, un Bitcoin coûtait 40 €. En novembre, un Bitcoin pouvait coûter 800 € et ensuite retomber à quelques euros 6 mois plus tard. Donc voilà, il faut savoir que quand vous dépensez vos euros et que ceux que vous avez sur votre compte bancaire, ils vont peu perdre de valeur ou la valeur va augmenter très peu. C'est la principale, disons, différence entre les deux. Voilà. Donc, aussi, il faut savoir que pour l'euro, le dollar, dans le système centralisé, il y a des règles, notamment en France. Par exemple, quand on fait une utilisation frauduleuse de votre carte bancaire et que vous perdez de l'argent, les banques sont dans l'obligation de vous rembourser. Voilà. Concernant les crypto-monnaies, vous êtes dans une sorte de no man's land où lorsque vous faites léser votre dû, vous le perdez. Sauf si vous souscrivez, par exemple, à une assurance spécialisée qui, elle, vous indemnisera. Voilà. Il faut aussi savoir que le Bitcoin, ce n'est pas la première crypto-monnaie qui a fait son apparition. Les premières expériences qui ont été faites dans la crypto-monnaie dans les années 2010, on peut citer DigiCash, Cybercash et eGold. Ce sont, disons, les prémices, les premières monnaies qui ont été travaillées en amont pour ensuite donner naissance aux monnaies que nous connaissons, dont le Bitcoin.
Comme vous le savez peut-être déjà, le créateur du Bitcoin est Satoshi Nakamoto. Il a justement créé cette monnaie qui ensuite est devenue virale depuis 2008 et surtout en 2013-2014, notamment pour sa grosse chute, sa perte de valeur. Et aujourd'hui, en 2021, on est confronté à des milliers et des milliers de crypto-monnaies existantes sur le marché. Ces monnaies virtuelles, on les appelle également crypto-actifs, parce que ce sont des monnaies électroniques qui, si on se base sur le plan de la finance, ce sont des monnaies justement qui fonctionnent comme pour le trading des actions d'entreprise, comme le CAC 40 par exemple. C'est le même principe, les mêmes valeurs spéculatives. Je vais juste vous citer quelques monnaies qui existent, qui sont les monnaies phares du moment. Donc, vous avez le Bitcoin en numéro 1, bien sûr, l'Ethereum en deuxième place, le Tether, le Binance Coin, le XRP, le Cardano, le Dogecoin qui a été très longtemps spéculé par Elon Musk, le Litecoin, le Bitcoin Cash et le Solana. Ça, ce sont les top, le top 10, top 15 des meilleures crypto-monnaies à forte valeur en ce moment. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on s'y retrouve justement dans tout ça. Comment est-ce qu'on fait, on effectue des échanges, qu'est-ce que représentent les crypto-monnaies actuellement. Donc justement, on va parler des enjeux. On va parler justement des enjeux. Donc, le principal objectif de la plupart des nouvelles crypto-monnaies, c'est de résoudre des problèmes, c'est de résoudre les problèmes des précédentes crypto-monnaies, problèmes de finance, problèmes de régularisation légale, problèmes informatiques, des bugs, parce qu'il y avait certaines conceptions informatiques de monnaie avaient des dysfonctionnements. Et donc justement, l'objectif, c'est vous avez des entreprises qui essaient de perfectionner au fur et à mesure les crypto-monnaies pour qu'elles puissent avoir le même statut de sécurisant que des actions d'entreprise. Je vais vous donner un exemple d'un projet, donc Litecoin. On peut citer Litecoin qui a pour vocation d'effectuer des transferts d'argent plus rapides qu'avec Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes, ils ont créé une entreprise, ils ont créé la crypto-monnaie qui s'appelle Litecoin, ils se sont dit, eh bien, si je veux transférer à un monsieur A à un monsieur B, ou à une madame A à une madame B, avec le Bitcoin, j'ai besoin peut-être de 3 heures pour faire le transfert. J'expliquerai pourquoi après. Eh bien justement, ces personnes-là vont se dire, eh bien, on va créer des algorithmes, on va créer des logiciels qui vont accélérer cette capacité de transférer plus rapidement l'argent, pour éviter d'attendre trop longtemps. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a aussi tout un tas de crypto-monnaies qui ont l'ambition d'augmenter le nombre de transactions par seconde. Parce que comme vous savez, vu que les crypto-monnaies aujourd'hui sont de plus en plus connues, de plus en plus démocratisées, le nombre de personnes qui font des échanges par seconde dans le monde s'échelonne à des milliards. Il y a des milliards de transactions toutes les 24 heures. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui considèrent que les transactions peuvent être ralenties parce qu'il y en a trop et qu'il faut optimiser la vitesse pour rendre la chose efficace. Donc, toutes ces monnaies spéculatives, elles peuvent représenter des avantages sur le plan complément financier pour des personnes, pour des ménages qui ont un emploi full-time, par exemple, qui souhaitent arrondir leurs revenus. C'est aussi une opportunité pour des entreprises financières qui souhaitent augmenter des revenus et faire des investissements dans des projets clés, quelle que soit l'industrie. Et c'est également une possibilité pour beaucoup de personnes ou d'organisations non enregistrées d'effectuer des bénéfices non déclarés. Voilà. Donc, il y a des plus et des moins, bien évidemment. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, certains pays comme le Salvador, vous avez dû le voir dans les news récemment, le Salvador a fait du Bitcoin sa monnaie nationale. Et cependant, il y a le Canada, le Royaume-Uni et la Chine. Ces pays soufflent le chaud et le froid en menaçant certaines crypto-monnaies majoritaires à forte valeur d'être interdites dans le pays parce qu'elles peuvent représenter une instabilité économique si
toute une population d'un pays commence à faire des échanges de la crypto-monnaie en question et baser son économie, sa propre économie sur ce principe. Ça peut être un énorme danger pour les pays, puisqu'il y a toujours des flous juridiques et des problèmes de régulation sur ces monnaies volatiles. Voilà. Donc là-dessus, je vais vous montrer en plus le fonctionnement des crypto-monnaies et ensuite on passera justement à la blockchain. Donc il faut comprendre que les transactions de crypto-monnaies, c'est un système d'échange pair à pair, sans tiers de confiance comme les banques. Il n'y a aucun support physique, ce sont des lignes de code et elles ne seront, disons, jamais régulées par un organe central. Il n'y aura aucune indexation, disons, sur le dollar ou sur l'or. Si l'or chute ou si l'or augmente, si le dollar chute ou si l'or augmente, les crypto-monnaies se comporteront de façon totalement différente. Elles seront indépendantes face à cet impact. Donc, ces crypto-monnaies, elles utilisent la technologie blockchain, que je vais vous introduire là maintenant, qui est considérée comme un espèce de grand livre de compte où vous pouvez transférer vos monnaies, les troquer, les échanger, les acheter, les vendre entre différents propriétaires. Voilà. Il faut savoir que la plupart des personnes qui développent qui développent cet univers, ce sont des développeurs qui sont des personnes connues, comme le fondateur de la monnaie Ethereum, ou bien ce sont des personnes totalement anonymes et qui élaborent justement ces actifs numériques permettant une circulation et une vitesse de transaction optimale en vitesse. Voilà. Donc là-dessus, je vais vous montrer un schéma. On va prendre le Bitcoin, ça va être le plus simple, c'est ce que tout le monde en entend parler le plus. Henriette, est-ce que sur le plan du timing, je suis bon encore ou pas? Parfait, parfait. Tu vas même assez vite. On aura le temps pour les questions. Merci. Ça marche. Alors, donc, on va prendre un exemple. Ici, lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies, lors de vos inscriptions, on va vous délivrer une sorte de porte-monnaie virtuel. Voilà. Donc là, on a l'exemple. Alice utilise un porte-monnaie compatible avec la monnaie Bitcoin. Ah oui, donc il faut que vous sachiez une chose. Quand vous avez un porte-monnaie, votre porte-monnaie doit correspondre à une crypto-monnaie, obligatoirement. On ne peut pas avoir un porte-monnaie général et avoir plusieurs crypto-monnaies différentes. Informatiquement, c'est encore impossible, puisque chaque monnaie a ses propres compatibilités logicielles sur le plan du codage. Donc, Alice a son porte-monnaie, elle a de l'argent dessus. Elle peut avoir, par exemple, on va dire qu'elle a 10 bitcoins. Et son porte-monnaie est sécurisé avec une espèce de clé, par deux systèmes de clés, comme des clés de porte en fait. Une clé privée qu'elle doit absolument garder secrète. Donc, c'est une espèce de suite de chiffres et de lettres, comme vous avez l'habitude de composer quand vous ouvrez votre Facebook, Instagram, vos mails, etc. Et elle a une clé publique qui est une sorte d'identifiant, c'est une sorte de pseudo fait de chiffres et de lettres, qui sont accessibles à tout le monde. Donc, en fait, lorsqu'Alice veut faire une transaction, elle va demander à la plateforme sur laquelle elle a son porte-monnaie, elle va envoyer son pseudo connu, sa clé publique, pour pouvoir dire « Je veux transférer, moi, Alice, je veux transférer à Pierre 5 bitcoins. J'en ai 10, j'en veux transférer 5. » Eh bien, l'information passe par le système de la blockchain, une sorte de réseau d'algorithmes qui travaillent justement au transfert du montant de 5 bitcoins, comme on a dit. Et ils vont envoyer des informations à différents endroits qui, si ils correspondent tous ensemble, eh bien, la transaction va pouvoir se faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le sens que, au lieu que je vous donne dans la main un billet de 5 et que vous le réceptionnez, mon billet de 5, en quelque sorte, je vais le passer dans une espèce de machine, et cette machine va temporairement dupliquer mon billet de 5 dans des espèces de blocs de mémoire. On va représenter ça, des espèces de cubes. Vous avez une machine, vous avez des cubes dedans, mon billet de 5, je le rentre dedans, la machine l'avale, et le billet de 5 est dupliqué, la valeur est dupliquée dans plusieurs blocs. Et si mon billet de 5 vaut 5 euros pour chaque cube qui est dedans, eh bien, tous les cubes sont en accord puisqu'ils ont tous la même valeur. Et mon billet de 5 va ressortir de la machine et va tomber dans les mains de Pierre. Voilà. C'est, en quelque sorte, l'espèce d'explication un peu floue. Je vais la développer un peu plus tard avec des schémas.
qui vous permettent de transférer votre argent. Voilà, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas transférer votre monnaie de Alice à Pierre juste comme ça par un transfert, comme si c'était un mail, puisque si Pierre se trouve en face de vous, ou bien il se trouve en Australie ou aux États-Unis, l'argent doit circuler par Internet, disons. Et donc, il y a toute une histoire de procédure complexe. Donc, si on regarde la frise, on arrive en bas avec justement on arrive en bas à la transaction où Pierre justement arrive à avoir sa transaction. Je ne vous ai pas développé les petites étapes avant parce qu'elles sont assez complexes. J'y reviendrai un peu plus tard sur ce schéma. Alors, la blockchain. Donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est ? Ça a été créé également par Satoshi Nakamoto. C'est une sorte de... Représentez-vous une espèce de ceinture où autour de cette ceinture, vous avez des blocs, des cubes qui sont attachés les uns les autres. Donc, en quelque sorte, les blockchains, c'est une sorte de... Ça permet de stocker et d'échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire centralisé. Et c'est donc une sorte de moteur technologique des crypto-monnaies du web décentralisé. Une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Je vous donne un exemple. Alice a envoyé 5 bitcoins. Eh bien, le lendemain, elle va envoyer 1 bitcoin. Et le surlendemain, 2 jours plus tard, elle va envoyer 2 bitcoins. Elle en aura envoyé 8. Eh bien, en fait, la blockchain, c'est une sorte d'historique qui va enregistrer toutes les transactions qui ont été effectuées entre Alice et Pierre. Donc, la blockchain, elle peut en quelque sorte être assimilée à un grand livre de comptable public. C'est un système informatique anonyme et infalsifiable. Et on peut l'imaginer en quelque sorte en tant que grand cahier que tout le monde peut librement parcourir, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qu'il est impossible d'effacer. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui a eu lieu récemment. Donc, je vous ai donné le principe de la machine. Vous avez un billet de 5, vous mettez votre billet de 5 dans la machine, elle passe par des espèces de cubes, donc il y a une duplication de l'information de la valeur, et le billet ressort de la machine. Si vous avez un pirate, un hacker, qui arrive à corrompre un cube dans cette machine, qui a avalé le billet de 5, eh bien, par exemple, il va dire, j'ai réussi à corrompre un cube, et le cube équivaut à 0 €, alors tous les autres sont à 5 €. Eh bien, le principe d'un échange décentralisé de crypto-monnaies, c'est que tous les cubes se disent on se ressemble tous parce qu'on vaut tous 5 €. Attention, il y a un cube qui vaut 0 €. Donc, on sait que ce cube, il faut l'éliminer de notre algorithme pour pouvoir transférer cette valeur à son destinataire. Donc, c'est ça la sécurisation par décentralisation. Donc, les cubes de 5 € vont ignorer celui de 0 €. Ils vont se dire, nous sommes tous d'accord entre nous, sauf un, il y a peut-être eu une erreur ou il y a peut-être eu une attaque informatique. Nous pouvons transférer tranquillement les 5 € envoyés par Alice à Pierre, puisque nous sommes tous d'accord, sauf une erreur. S'il y a plus de cubes corrompus, qui vaut par exemple 1 € ou 0 €, plus qu'il n'y a de cubes qui vaut 5 €, alors la transaction ne peut pas se faire, puisque justement, la blockchain, le système de blockchain, sait que le système est compromis. Il y a trop de cubes dont la valeur ne correspond pas, je ne peux pas envoyer l'argent, la transaction est annulée. C'est ça le principe de sécurité en fait d'un transfert décentralisé. Si par exemple vous donnez de l'argent à un ami qui doit le transférer à Pierre, cet ami, soit vous avez confiance en lui, soit il peut garder les 5 € pour lui, et dans ces conditions, vous vous êtes fait avoir. Mais là, on est dans un système centralisé, puisque vous êtes passé par une personne. Là, le principe de la blockchain, c'est que vous passez par une multitude de blocs, parce qu'ils s'appellent réellement comme ça, qui permettent, s'il y en a qui sont corrompus, qui permettent de sauver votre transaction. Voilà. Et vu qu'il y a des milliards d'échanges, vous imaginez le nombre de blocs. Donc, pour que des hackers arrivent à corrompre tout un ensemble de blocs pour pouvoir récupérer l'argent en fin de compte ou compromettre le système, c'est presque impossible, voire totalement impossible. Donc, pour faire un résumé, la blockchain, qu'est-ce que c'est ? C'est un registre partagé et immuable par l'enregistrement des transactions et le suivi des actifs. C'est une forme de décentralisation des transferts d'argent. Oh, attendez, je vais juste allumer
Je suppose qu'on ne me voyait pas bien. Donc, c'est une sorte de sécurité et une stabilité d'un système de transactions informatique. C'est aussi une rapidité des transactions. D'habitude, lorsque vous transférez de l'argent par la banque, vous pouvez attendre 2 jours, 3 jours. Ici, vous avez une transmission des données presque instantanée dans certaines conditions. Je vous le développerai après. Voilà. Je vous mets ici un schéma pour réexpliquer un petit peu. Vous avez un acheteur. Il transmet des informations par un bloc de transaction. Il y a une procédure de cryptage qui se fait des données pour qu'elles soient illisibles pour des potentiels hackers. Les cubes que je vous ai représentés, là il y en a 4 par exemple, les 4 se transfèrent la même information et le vendeur reçoit son argent. Donc si par exemple sur les 4 cubes, il y a un cube corrompu, eh bien il y en a 3 encore, donc l'argent passe. S'il y a 2 cubes corrompus et 2 cubes égaux, la transaction est annulée, ou bien le hacker a réussi à craquer le système et à récupérer lui-même l'argent. Voilà. Et dans ces conditions, le vendeur reçoit une notification, vous avez reçu 0 € ou 1 €, selon ce que le hacker aura volé parmi la majorité des blocs corrompus sur les blocs sains. Voilà. Est-ce que j'ai encore une autre je dois avoir encore, oui. Je vais l'ajouter, l'agrandir un petit peu. C'est le même principe. Vous avez une transaction, les blocs se regroupent ensemble justement pour transférer, pour interpréter la valeur et la confirmer. Il y a une validation qui s'effectue au niveau du réseau d'échange des blocs. Et ensuite, il y a la réception justement de la valeur. Je vais passer au troisième sujet qui est très important. Cela s'appelle les smart contracts. De manière générale, lorsque vous effectuez une vente, vous achetez un téléphone dans un magasin, vous signez un contrat avec le distributeur, Auchan, Leclerc par exemple. Ici, c'est le même principe. Seulement, ce contrat n'a pas d'intermédiaire. Donc en fait, on reste vraiment sur le même principe. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y en a pas. Ça s'appelle contrat intelligent. Lorsque vous avez un contrat légal traditionnel qui définit certaines règles d'un accord entre plusieurs parties, il se peut que les intermédiaires puissent changer les règles dans un contrat traditionnel. Dans un smart contract, lorsque vous émettez entre différentes parties des conditions d'échange, des conditions de transaction dans votre contrat, elles se figent, elles sont immodifiables après, même sur le plan informatique. Même si vous mettez un hacker qui essaie de vous changer les clauses d'un contrat informatique, ce n'est pas possible, elles sont verrouillées éternellement. Donc ça, c'est justement ce qui complète tout ce système que je vous ai énuméré avec la blockchain. Donc, avec cette approche, un actif, donc une crypto-monnaie, est lié dans un programme lui-même stocké dans une blockchain. Donc, comme je vous ai dit, vous passez d'un porte-monnaie à un autre via la blockchain, qui est une sorte d'intermédiaire décentralisé, mais ce n'est pas un intermédiaire. Le smart contract qui est là, il est là justement pour faire une sorte d'effet de levier en disant vous devez respecter des règles du côté d'Alice, vous devez respecter des règles du côté de Pierre. Si toutes les conditions sont réunies, dans ces conditions, nous autorisons la procédure justement de transfert de la monnaie. Voilà, donc je vous donne un exemple concret. Ici, nous avons le principe de la blockchain avec les cubes. Les contrats ont une sorte d'influence supérieure, une influence supérieure justement par rapport à la blockchain, dans le sens que c'est un levier dans lequel vous appuyez sur un bouton exécuter ou sur un bouton annuler. Si le contrat considère que vous respectez les conditions pour l'exécuter, il vous donne le feu vert. Et du côté aussi de votre destinataire aussi. Voilà, ça c'est un autre schéma qui est plus parlant. Vous avez une personne qui effectue une signature électronique, qui confirme qu'elle souhaite exécuter le contrat.
le smart contract, donc le contrat lui-même informatique, vérifie la compatibilité des clauses avec les conditions réunies du cédant et du cessionnaire. Il valide et ensuite la blockchain prend le relais pour effectuer le transfert sécurisé de la valeur en question. Alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien gentil, j'ai peut-être entendu ça pour la première fois, le cerveau est en train de cuire déjà, donc je vais vous donner un exemple concret via la plateforme de mon entreprise pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que, de base, en théorie, ça fonctionne. Donc, je suppose que vous voyez encore mon écran. Oui, oui, on voit ton écran, tes jolis cactus. Alors, ici, donc c'est le site principal de mon entreprise. Ici, alors, je ne vous demande pas forcément de tout comprendre, mais juste de regarder exactement où la souris va se glisser. On va prendre un exemple. Vous avez 10 000 euros. Ces 10 000 euros, vous passez par une plateforme, quelle qu'elle soit. Vous passez par une plateforme et vous achetez une crypto-monnaie en particulier. Donc, on va dire qu'on va acheter la monnaie Ethereum. Vous avez un équivalent en Ethereum vous avez un équivalent de 10 000 euros en Ethereum. Attendez, excusez-moi, je fais une petite transaction. Pardon, pas une transaction, mais une. Ah, est-ce qu'il est connecté ou pas? Alors, le wallet, c'est le porte-monnaie. Exactement. Rubik, c'est sa société oui. qui gère de la crypto-monnaie. Et normalement, vous avez un compte qui apparaît là. Ce porte-monnaie, donc comme vous le voyez ici, j'ai des jetons. Donc oui, on peut avoir 0,00118 jetons, c'est possible. Parce que le plus important, c'est qu'il y ait la conversion de la valeur en dollars. Donc, disons qu'à la place de ces 0,00118, je vais aller pour que vous compreniez avec les mêmes symboles pour éviter de vous perdre. Voilà, ça c'est le symbole de l'Ethereum, on le retrouve ici, on le retrouve ici. Bon, là j'en ai 0, mais disons que j'ai pour 10 000 $. J'ai 10 000 $, j'ai connecté mon porte-monnaie justement à la plateforme. Et ici, je vais dire par exemple que j'ai... Alors là, il me dit 350, ouais non, 357 000, c'est un peu beaucoup. On va réduire. 35 000, c'est beaucoup. Je vais juste vous montrer concrètement les chiffres, comme ça, vous direz, je comprends tout. Hop, on y est presque. Voilà. 3 Ethereum, ça fait 10 000 $. Exactement. 3 Ethereum, donc 3 jetons d'Ethereum à l'heure actuelle, d'après la courbe de l'action, enfin de la valeur de la crypto-monnaie, c'est 10 000 $. Donc j'ai 10 000 $ ici. Bon. Je vous ai parlé de la blockchain, cette fameuse machine où vous glissez votre billet et le billet ressort ensuite auprès de votre destinataire. Cette blockchain, en fait, l'Ethereum, il faut comprendre que l'Ethereum, c'est à la fois une monnaie et c'est à la fois une blockchain. Alors vous allez me dire, Guilhem, tu m'as complètement perdu, je ne comprends pas. Des entreprises créent des blockchains pour permettre des transactions. Ça, je vous l'ai expliqué déjà. L'entreprise s'appelle Ethereum, mais ça ne l'empêche pas d'avoir sa propre monnaie aussi. Et logiquement, sa monnaie, il va l'appeler aussi Ethereum. Il faut dissocier blockchain et la monnaie. C'est vraiment deux entités différentes. C'est juste que l'entreprise a choisi de mettre les mêmes noms. Donc, ici, il est indiqué que je me retrouve sur la blockchain Ethereum, que je dispose de 10 000 $ en 3 jetons Ethereum. Et j'aimerais, par exemple, je me dis, bon, là, l'Ethereum, la valeur de la monnaie est en train de baisser. Je sens que je vais perdre. Je peux perdre 1 000 $ par exemple. Imaginons que je perds 10%, c'est énorme. Eh bien, pour sauver mes sous, je vais rester sur la même blockchain. Comme vous voyez, il y en a plusieurs là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre entreprise a réussi à intégrer différentes blockchains, donc il y en a 6, et on va rester sur la première. Voilà, Ethereum. On ne va pas aller sur les autres. Je vais aller sur une monnaie qui s'appelle Uni.
Voilà, ça s'appelle Uni, c'est l'entreprise Uniswap qui a créé cette monnaie. Et en fait, si je commence à transvaser cette monnaie, donc mes 10 000 $, je veux transférer mes 10 000 $, parce que je n'ai pas envie de perdre de l'argent, eh bien, en fait, je vais recevoir l'équivalence des 10 000 $, donc 3 jetons, je vais les échanger contre 407 jetons qui s'appellent Uni. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 10 720 $ au départ, et j'en ai plus que 10 661. Donc j'ai perdu 40, combien? Non, pas 40, je dis des bêtises, 60 à peu près, oui, 59 $. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais de transaction. Il y a des frais de transaction. Donc, du coup, je me dis, bon, j'ai que 50 $ à transférer. En attendant, je sais que la monnaie unie, elle prend de la valeur. Je pourrais, par exemple, demain, après-demain ou dans une semaine, je pense que je vais pouvoir faire 5% de plus. Très bien, je fais mes 5% la semaine d'après et je peux les reconvertir dans une autre crypto-monnaie. Donc là, par exemple, on me fait trois propositions. Je peux échanger ma monnaie via la blockchain d'Uniswap directement, donc via la plateforme de leur entreprise, soit via leur concurrent qui s'appelle OneInch, ou bien encore un autre concurrent qui s'appelle SushiSwap. Voilà, ce sont le nom de 3 concurrents. Et ici, il me montre la quantité de jetons que je devrais avoir et le prix de transfert que je devrais avoir justement, le coût de la transaction pour faire le transfert. Donc là, vous voyez, c'est 99. Bon, ça ne m'arrange pas. Ici, c'est 79. Mais là, c'est idéal. C'est le moins cher que j'ai en ce moment. Alors, ça se rafraîchit, excusez-moi. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, en théorie, je connecte mon porte-monnaie, j'effectue la transaction. Voilà, là, ce que je viens de faire, attention, excusez-moi, j'étais un peu trop rapide. J'ai effectué une signature. J'ai appuyé sur le bouton signer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'un smart contract de cette plateforme s'est activé et il regarde si tous les critères de mon porte-monnaie correspondent avec la possibilité de faire une transaction sur mon porte-monnaie. Donc là, visiblement, il m'a dit non. Et genre, il m'a dit non parce que, bien évidemment, je n'ai pas 10 000 $ sur mon porte-monnaie. Donc là, insufficient balance, je ne peux pas faire la transaction. Je dois remplir jusqu'à 10 000 720 cents pour effectuer la transaction. Voilà un exemple simple d'un échange de crypto-monnaie. Alors, pas envers un destinataire, mais envers soi-même. Donc là, en quelque sorte, je me suis envoyé de l'argent, mais j'ai changé la valeur de mon argent pour espérer avoir des gains lorsque je ferai mon troc dans une autre monnaie qui prend de la valeur actuellement, parce que j'ai vérifié ça sur des courbes, sur des plateformes qui énumèrent des transactions. Je vais pouvoir vous montrer ça en 2 secondes. Je vais sur CoinGecko, par exemple, et là, j'ai les courbes des différentes crypto-monnaies. Alors, c'est comme les actions en entreprise, c'est exactement le même principe. Et bien évidemment, je ne vais pas juste me dire la courbe est rouge ou la courbe est verte, j'investis. Et bien évidemment, non, ce serait même une limite suicidaire. Je ferai des analyses financières complémentaires, je regarderai les news, les nouvelles, pour me dire, est-ce que je prends le risque d'échanger mon argent, mes 10 000 $, sur une autre monnaie, sur le Bitcoin par exemple, alors que je les ai en Ethereum. Voilà, donc ça c'est ce que font les traders, c'est ce que font pardon, excusez-moi. C'est ce que font les traders, c'est ce que font les personnes qui ne sont pas non plus professionnelles dans le domaine. Ils effectuent des transactions pour percevoir des gains supplémentaires et compléter leurs revenus, ou bien pour pouvoir justement sécuriser des futurs investissements. Voilà. Alors, je vais passer juste, je ne sais pas combien de temps il me reste, et je vais passer juste aux enjeux rapidement, ce sera la dernière partie. Les enjeux, les freins possibles, justement. Alors, attendez. Il faut comprendre que, de manière générale, les réseaux blockchain, les crypto-monnaies elles-mêmes, les smart contracts, elles représentent parfois des freins de nature technique. Lorsque, par exemple, le réseau Bitcoin traite une poignée de transactions par seconde, contre plusieurs milliers pour un opérateur de carte bancaire,
le mécanisme lui-même de validation de la blockchain, donc les smart contracts que je vous ai déjà expliqué, prennent un certain temps. C'est là le problème. Vous allez me dire, normalement, je transfère de l'argent, je dois le recevoir en instantané, puisque les crypto-monnaies, c'est une transaction Internet, je n'ai pas besoin de passer par la banque, notamment en France, où je vais passer 3 jours à attendre à recevoir mon dû. Voilà. Eh bien, ici, il faut que vous compreniez que plus il y a de transactions, plus il faut de temps, justement, pour effectuer des validations, pour se dire, pour que les smart contracts disent oui, je vous permets de faire la transaction. Un changement d'échelle semble donc en l'état problématique. Il y a aussi d'autres limites techniques. La consommation d'électricité des opérations de crypto-monnaie qui est énorme. Je vous donne un chiffre. La consommation planétaire, l'industrie de la crypto-monnaie représente 3,5% aux dernières nouvelles de la consommation de la planète en termes d'électricité. C'est énormissime. Donc sur le plan de l'écologie, bonjour. La question, autre problème, la question de l'identité électronique des biens ou des personnes dont la blockchain enregistre les transactions, ça peut être aussi un problème s'il y a beaucoup d'attaques de piratage. Si vous avez des hackers, je dirais au moins 50 personnes, 100 personnes ou plus, qui en même temps commencent à s'attaquer à un réseau, à une blockchain, où il y a des transactions qui s'effectuent, eh bien, vous pouvez avoir un pillage en masse et un partage des informations privées de chaque personne qui dispose d'un porte-monnaie, celui que je vous ai montré là. Ça signifie qu'un hacker pourrait avoir en théorie accès en disant bah, Monsieur Pierre, bah, il a 10 000 $ sur son compte, bah, je vais suivre ses activités et je vais essayer de le voler, le dépouiller plus tard. Voilà. Donc ça, ce sont différents problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme enjeu encore ? Aujourd'hui, il existe plus de 1500 crypto-monnaies qui sont bâties sur des blockchains dont la capitalisation totale est supérieure à 300 milliards d'euros. Donc en fait, en bref, il y a des transactions qui se font entre 1500 différents crypto-monnaies qui représentent à l'actuel 300 milliards d'euros. Et il y a, en plus de la dimension spéculative, il y a des problèmes, bien évidemment, et un énorme flou fiscal et juridique. Les gouvernements, la Banque centrale ont du mal, pour le moment, à régulariser, à filtrer, à contrôler comment est-ce que les personnes arrivent à leur fin et gagnent de l'argent. Là, c'est actuellement en cours de travail, notamment en Chine. Le gouvernement chinois est en train d'essayer de faire des restrictions sur certaines entreprises, en train de faire exercer des pressions sur des entreprises pour qu'elles baissent leur flux d'activité dans la cryptosphère. Donc là, on arrive aussi à donc oui, les enjeux juridiques et fiscaux. Il y a aussi les problèmes de fiabilité. Il faut aussi comprendre aussi une autre chose, c'est qu'il y a une tendance, ça s'appelle les scam projects. Les scam projects, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les projets d'arnaque. Vous pouvez avoir une entreprise qui se crée demain, qui crée sa propre crypto-monnaie, et lorsqu'elle la met en vente auprès d'investisseurs, les investisseurs mettent de l'argent dedans et influent justement sur la valeur de cette monnaie, bien, ces personnes-là vont arrêter l'activité de leur entreprise et ils vont tout simplement vider tous les porte-monnaies qu'ils ont mis en place pour leurs investisseurs et récupérer le magot et se tirer. Voilà, ça c'est un autre problème aussi. Ce sont le problème des arnaqueurs qui se prennent pour des entreprises publiques officielles et qui font leur basse besogne. Récemment, alors je ne sais plus, c'était en Afrique, il y a deux fondateurs d'une plateforme. Ils ont créé la plateforme, il y a plein de personnes qui ont commencé à acheter leur crypto-monnaie, à faire des transactions, etc. Donc le business se développait. Ces personnes-là ont arrêté l'activité de l'entreprise du jour au lendemain et ils se sont tirés avec 2 milliards $. Comment ils ont fait ? Ils ont transféré tous les jetons, toute la crypto-monnaie sur différents porte-monnaies à eux. Et ce sont des porte-monnaies, disons, qui sont chiffrés avec les 2 systèmes de clés que je vous ai expliqués tout à l'heure. Et donc volatilisés. Donc bien évidemment, ces personnes sont recherchées à l'heure actuelle, mais pour l'instant, on ne les a pas trouvées. Donc, en quelque sorte, ils ont bien réussi leur coup, mais jusqu'à quand, on se demande. Voilà. Donc ça, ce sont les
problématiques. Maintenant, je vais vous parler pour finir, parce qu'il faut finir sur une note positive, sinon, pourquoi est-ce que je travaillerai dans cette sphère? Il faut bien défendre sa paroisse, prêcher pour sa paroisse. Il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises comme la mienne qui créent leur business sur la crypto-monnaie pour répondre à des solutions, pour répondre avec des solutions à des problématiques. Je vais vous donner un exemple. Rubik, c'est une entreprise qui a créé cette interface que vous voyez là pour permettre de façon simple à des personnes, disons, profanes, ou des personnes qui ont un faible niveau en crypto-monnaie, de faire des échanges très simples, comme ce que je vous ai montré comme démonstration. Voilà. On apporte un confort d'utilisation, on apporte une sécurité complémentaire à ce qui a été énuméré précédemment avec le principe de décentralisation de la blockchain, la sécurité apportée par les smart contracts. Donc nous, on remplit un objectif de sécurisation, d'optimisation, de faibles coûts de transaction, parce que nous, on arrive à optimiser via des algorithmes pour diminuer les frais de transaction lorsque vous voulez changer de monnaie. Ça, c'est l'un des fers de lance de notre entreprise. Et la dernière chose dont nous sommes assez fiers, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai fait une démonstration où vous pouvez faire des échanges sur une blockchain. Eh bien, aujourd'hui, il est possible de faire des échanges. Je vais reprendre ma valeur de tout à l'heure. Je peux échanger mes 10 000 $ sur une autre blockchain qui est normalement incompatible informatiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, lorsque j'ai des euros, je ne peux pas les échanger normalement avec des dollars. Je suis obligé de passer par un bureau de change. Eh bien, en fait, c'est le même principe. Ici, j'ai une machine, donc j'ai rentré mon billet dans la machine. Eh bien, en fait, normalement, la machine ne permet que de faire ressortir le billet. Elle ne peut pas transvaser mon billet dans une autre machine qui va la transmettre à mon destinataire. Eh bien, nous, justement, on crée des sortes de ponts, des ponts, représentez-vous visuellement un vrai pont, et on crée une jonction entre deux systèmes qui, normalement, sont incompatibles pour pouvoir transférer vos 10 000 $ d'un point A à un point B qui, à la base, ne sont pas compatibles informatiquement. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas compatibles? Parce qu'ils sont créés différemment. Je vais vous donner l'exemple de Windows et iOS. Windows est un système d'exploitation qui fonctionne d'une manière particulière, Android d'une autre et iOS d'une autre. Ils ne sont pas compatibles. Vous n'avez pas les mêmes fichiers, vous n'avez même pas les mêmes formats de logiciels. C'est exactement le même principe ici. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas perdu et on reste à flot. Voilà. Les autres avantages, pourquoi est-ce qu'il faut développer la cryptosphère selon moi? Pourquoi il faut la démocratiser? C'est qu'en plus, bien évidemment, de s'aider financièrement pour certaines personnes qui peuvent vouloir arrondir leur fin de mois ou vouloir faire des investissements et ne pas dépendre d'emprunts bancaires ou d'investisseurs qui parfois peuvent être véreux, en proposant des conditions inacceptables, comme ce que j'ai eu moi, ce que j'ai pu avoir dans mes projets personnels. Par exemple, on vous dit, monsieur, merci, si vous voulez qu'on investisse dans votre projet, nous prenons 90% de votre capital, vous gardez 10% et vous sortez, on rachète vos 10% 2 ans après la création de l'entreprise. Voilà. C'est des termes qui peuvent parfois paraître inacceptables parce qu'il y a des investisseurs qui veulent l'argent tout de suite et qui ne sont pas des investisseurs sur du long terme. Ils veulent du court terme, ils veulent du profit. Et les crypto-monnaies peuvent répondre justement à cette solution pour des entrepreneurs pour financer leurs projets de A à Z en peu de temps et justement dans un système de confiance dans lequel il ne peut pas y avoir d'arnaque si les règles ont été mises en place avant, bien évidemment. Voilà. Autre exemple concret, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais plus si c'était à Chicago, aux États-Unis, il y a une école qui manquait cruellement de moyens, une école qui accueillait des élèves, des orphelins, voilà, donc une école qui s'occupait de situations défavorisées. C'est une école qui n'a rien à voir avec le monde de la crypto-monnaie, et pourtant, ils ont réussi à créer leur propre crypto-monnaie. Des personnes ont investi dans cet argent, dans ces crypto-monnaies, ils ont investi l'argent, et ils ont récolté des millions de dollars
pour financer leur école, pour financer justement leur projet humanitaire pour ces orphelins. Donc, comme vous voyez, on n'est pas obligé d'être relié à la crypto-monnaie, de tout savoir pour justement en tirer des bénéfices ou bien évoluer dans cet univers en tant que profane. Voilà. Donc, merci Guilhem. Voilà, je fais un mot de conclusion. C'était quand même très intéressant et assez large et sans rentrer trop dans la technique. Oui. C'est vrai que tu as raison, c'est un peu compliqué parce qu'il y a du chiffrement, donc c'est la blockchain en elle-même. Il y a de la valeur financière, il y a de la sécurité, il y a des échanges internationaux, des échanges entre serveurs et ça paraît pour beaucoup que pour un monde de geeks, quoi. Il y a des profanes qui sont inquiets. Je dirais justement que ce stéréotype est en train de tomber. Ce stéréotype est en train de tomber parce qu'aujourd'hui, oui, on se dit c'est réservé aux geeks, c'est réservé à ceux qui ont vraiment du talent dans l'informatique. Demain, je vous dis vraiment demain, donc dans les années proches à venir, c'est pour moi du court terme, sur du 3 ans au moins. Je pense que les crypto-monnaies, de mon point de vue, elles vont exploser dans le sens positif du terme, dans le sens que demain, vous avez acheté votre porte-monnaie en cuir dans un magasin. Demain, vous ouvrirez votre porte-monnaie virtuel et vous serez dans la capacité de faire du troc de monnaie parce que vous avez un ami qui vous a dit écoute, mets 500 € là et retire-les, et c'était 500 €, tu les transvases ou tu les récupères sur ton compte dans une semaine. Fais-moi confiance, j'ai analysé le truc. Par exemple. Eh bien là, voilà, vous faites votre plus-value, ça peut être sur du 10 fois plus. Il y a parfois des moments où des personnes investissent un certain montant d'argent, ils le retirent au bout d'une semaine et ils ont fait du x5, x10 de bénéfices. Bon, attention, parfois c'est très risqué. Chacun investit à ses risques et périls, attention. Il n'y a pas de garantie pour que quelque chose fonctionne sur le plan des transactions. Mais voilà, disons que malgré une certaine volatilité, ça ouvre des perspectives et ça permet justement une indépendance face au rouage d'un système qui, pour moi, est de plus en plus rouillé et qui n'évolue pas à la même vitesse qu'évoluent ces technologies. On te remercie, mes chers amis. Vous allez poser vos questions. Nous allons couper l'enregistrement. Je remercie nos auditeurs sur YouTube. Je vous invite à aller sur notre site web liberté-et-prospective.fr ou .org pour voir nos activités et connaître nos prochains événements. Je vais couper l'enregistrement et je vais laisser nos participants poser leurs questions à Guilhem, que nous remercions et à qui nous souhaitons bonne chance chez Rubik. Je vous en prie.